Ce qui se passe entre le Maroc et l'Allemagne, le PJD plus que jamais divisé et le point sur la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Maroc. Bienvenue dans H le débrief. Tentative de nuire à l'intégrité territoriale du Maroc hissée jusqu'aux Nations Unies, un fanion de séparatistes hissé au siège d'un gouvernement régional, des gestes inamicaux de l'Allemagne se multiplient et le Maroc a réagi, c'était cette semaine. Les gestes inamicaux de l'Allemagne envers le Maroc se suivent et commencent pour beaucoup à se ressembler. Le Maroc a réagi et c'était cette semaine. Adressé aux différents membres du gouvernement, une note du ministre des Affaires étrangères appelle l'administration à suspendre tout contact, interaction ou action de coopération, en aucun cas et sous aucune forme, aussi bien avec l'ambassade d'Allemagne au Maroc qu'avec les organismes de coopération et les fondations politiques allemandes qui lui sont liées. Elle prévoit par ailleurs que toute dérogation à cette suspension ne pourra se faire que sur la base d'un accord préalable explicite du ministère des Affaires étrangères. Autant dire que tout doit désormais passer par les Affaires étrangères. Ce qu'il faut savoir, c'est que le timing n'est pas anodin. Ce move du ministère des Affaires étrangères tombe à point nommé, si je peux dire. C'est sachant qu'on est dans un contexte de Covid-19, donc les échanges commerciaux avec l'Allemagne tournent un peu au ralenti. Même au niveau tourisme, sachant que l'Allemagne est le troisième émetteur de touristes en direction du Maroc. Voilà, le tourisme est à l'arrêt, donc c'est le moment d'essayer de forcer un peu les choses pour que les Allemands viennent et on s'assoit autour d'une table. Pour déblayer le terrain et remettre les choses à plat. Remettre les choses à plat, sachant que l'Allemagne a une position très importante au sein de l'Union européenne. Donc ça peut vraiment être un game changer, comme on dit. Sinon, depuis, est-ce qu'on a eu une réaction de l'Allemagne ? La réaction allemande a été laconique. L'équivalent des affaires étrangères allemands ont affirmé ne pas comprendre. Mais par contre, ils ont profité de cette situation-là pour suspendre l'octroi des visas aux ressortissants marocains. Oui, sachant qu'ils parlent de la situation épidémique au Maroc, alors que au niveau des cas, on n'a pas énormément de cas au Maroc. Donc c'est juste un prétexte pour maquiller un peu la chose. Quel est l'impact de ce froid sur les relations entre le Maroc et l'Allemagne et par extension avec toute l'Union européenne? Voici le point de vue de notre consultant, le politologue Mostafa Sahim. Nous avons depuis quelques semaines de gros malentendus. Le ministre des Affaires étrangères parlait de malentendus importants avec Berlin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La cristallisation s'est faite il y a quelques jours avec un drapeau du mouvement séparatiste devant le Parlement de Brême et à l'occasion de l'anniversaire de l'entité séparatiste, c'était le 27 février. Alors, c'est une situation qui est tout à fait inacceptable parce que c'est considéré comme une atteinte majeure à l'intégrité territoriale du royaume. Et sur ce plan-là, le Maroc a pris un certain nombre de mesures, dont la suspension des contacts avec l'ambassade d'Allemagne à Rabat, ainsi qu'avec les organisations qui s'y rattachent, un certain nombre de fondations, etc. Nous en sommes là. C'est important parce que c'est l'expression d'une diplomatie marocaine qui est réactive, plus encore proactive, et qui fait montre de sa détermination pour tout ce qui touche donc à un fondamental comme celui de l'intégrité territoriale du royaume. Il faut rappeler que depuis plus d'un an, le climat des relations bilatérales entre Rabat et Berlin s'était passablement détérioré. Il y a eu, sans remonter très loin, il y a eu la conférence à Berlin organisée par Angela Merkel et coprésidée par le président français, c'est un détail qu'il faut donner, à propos de la Libye. Et vous savez qu'à cette occasion, le Maroc n'avait pas été invité, alors que le Maroc est intéressé au premier chef par la situation en Libye. Il faut ajouter que cette conférence, qui n'avait pas invité le Maroc, avait été aussi organisée, je l'ai dit, par Berlin et Paris, coprésidents, et la décision prise de ne pas inviter le Maroc avait été liée à plusieurs facteurs, dont des pressions algériennes, il faut le dire, couplées à des pressions turques, le président Erdogan, qui ne souhaitait pas que le Maroc soit partie prenante
dans l'appréhension d'un processus de paix en Libye. J'ajoute au passage la timidité, la tiédeur de la position française qui ne s'est pas beaucoup mobilisée pour que le Maroc soit présent à ce rendez-vous. Il y a eu aussi d'autres faits. Le plus significatif, c'est que après la déclaration de l'ancien président américain Trump de reconnaître officiellement la souveraineté marocaine sur ses provinces méridionales, il y avait eu une réaction extrêmement désobligeante et négative de la diplomatie allemande, on se demande d'ailleurs à quel titre, et la même Allemagne avait demandé la réunion du Conseil de sécurité qui s'était réuni à huis clos. Donc il y a là une gradation dans une nouvelle approche allemande de ses relations avec le Maroc. Donc tout ça pour dire ceci, c'est que pour ce qui est de notre doctrine maintenant de politique étrangère, c'est la réaction et la fermeté et la détermination. La conclusion qu'il faut tirer de ce qui s'est passé avec cette décision marocaine de geler et de suspendre les contacts avec l'ambassade d'Allemagne et les organismes qui sont liés, publics ou non publics, c'est ceci. Le Maroc maintenant est, comme il l'a toujours été, mais de manière plus significative aujourd'hui et plus forte, est extrêmement sourcilleux à tout ce qui peut porter atteinte à son intégrité territoriale, ce qui est donc des provinces sahariennes récupérées. Des exemples ont été donnés, je n'y reviens pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une diplomatie maintenant qui est réactive, proactive et qui n'hésite pas à s'installer dans un schéma qui n'est plus celui de la diplomatie traditionnelle qui se faisait dans le temps, etc., mais qui est une diplomatie offensive portant un message parce que arc-bouté sur des principes et des fondamentaux. Et je crois que la leçon à tirer au-delà de ce qui s'est passé avec Berlin, c'est un message, un signe fort adressé à d'autres pays qui seraient tentés, en telle ou telle circonstance, d'avoir des actes ou des gestes considérés comme inamicaux à l'endroit du royaume et pouvant porter atteinte à des symboles, à des principes, à des fondamentaux. Ce message, je crois qu'il sera bien compris par les uns et les autres et il faut qu'ils en prennent acte et qu'ils sachent que sur ce plan-là, le Maroc rendra coup pour coup en le faisant savoir publiquement et en prenant à partie l'opinion publique nationale, mais aussi les opinions publiques internationales, notamment celles des pays éventuellement incriminés. Au PJD, rien ne va plus. Il y a d'abord eu la Fronde féminine qui conteste le circuit de prise de décision au sein de cette formation politique. Il y a ensuite eu les élus locaux qui sont montés au créneau pour à peu près les mêmes raisons. Et là maintenant, c'est au sommet que la guerre intestine au sein de ce parti a lieu. J'ai nommé Mustafa Ramid qui a annoncé son départ et l'Azami aussi qui a agi de même. D'ailleurs, Saadil Tmani, le chef du gouvernement, a dû s'excuser auprès de Ramid, qui est ministre d'État en charge des relations avec le Parlement notamment. Justement parce qu'il n'a pas averti de la convocation d'une session extraordinaire du Parlement le mardi 2 mars dernier. Mais justement, qu'est-ce qui se cache derrière ces discordes au sein du PJD ? Beaucoup de choses en fait. N'oublions pas que le Maroc vient de reprendre ses relations diplomatiques avec l'État d'Israël, ce qui n'est pas du goût de tous les militants du PJD, soyons clairs là-dessus. Et il y a aussi eu l'introduction du projet de loi sur la légalisation du cannabis, légalisation de la culture et de l'exploitation financière, on va dire, et commerciale du cannabis, ce qui là encore n'est pas du tout pour ravir ces mêmes militants. Mais ce qui sera intéressant de suivre, c'est ce qui se passe actuellement au PJD, sachant que les élections c'est pour bientôt. Et généralement, le PJD a pour habitude d'être vraiment uni à l'approche des élections, donc on va voir ce que ça va donner. Campagne de vaccination maintenant, Mehdi, on en est où exactement ? Donc concernant la campagne de vaccination au Maroc, les semaines se suivent et se ressemblent, tout se passe bien. D'ailleurs, on a dû recevoir encore une fois un lot de vaccins de Sinopharm.
Donc tout se passe bien. On parle de 500 000 doses là encore. 500 000 doses, ouais, comme la dernière livraison du géant chinois. D'ailleurs, l'OMS, à ce propos, a félicité le Maroc pour la campagne de vaccination qu'il est en train de tenir. Et jusqu'à preuve du contraire, on est toujours au top 10 mondial en matière de C'est ça, de toujours au top vaccination. 10, et puis il n'y a pas aucun problème à signaler. Une question se pose par contre sur l'administration de la deuxième dose. On sait que ça a déjà commencé au Maroc, mais est-ce qu'il n'y a pas des craintes par rapport notamment aux doses, à la disponibilité des doses Non, parce que le Maroc a fait le choix de conserver en fait la deuxième dose aux patients qui ont reçu la première dose. Donc même si on ne reçoit pas de dose de vaccin, les gens qui ont reçu la première dose vont recevoir la deuxième dose. Donc le problème ne se pose pas. Le point sur le déroulé de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Maroc, voici le point de vue de Taïeb Hamdi, notre consultant. Alors donc, on a constaté que le 2 mars, la France a changé de posture vis-à-vis du vaccin AstraZeneca. La France a décidé à partir du 2 mars de vacciner les personnes qui ont plus de 65 ans avec le vaccin AstraZeneca, contrairement aux recommandations faites auparavant par la France. L'Allemagne a suivi donc les mêmes recommandations maintenant. À partir du 5 mars, l'Allemagne a recommandé la vaccination des personnes qui ont plus de 65 ans avec le vaccin AstraZeneca. C'est ce qu'on avait dit au départ, que le vaccin AstraZeneca est efficace chez les personnes qui ont plus de 65 ans. C'était l'avis aussi des experts de l'OMS, c'était l'avis de l'Agence européenne des médicaments. Et donc voilà, donc pour AstraZeneca, et la vérité a été rétablie. Pourquoi ? Parce qu'on a deux grandes études qui ont été menées dernièrement. Une première étude écossaise qui a été publiée le 22 février, qui a été menée par le Public Health Scotland avec l'université d'Edinburgh et l'université de Glasgow. Donc cette étude, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que le vaccin AstraZeneca il est hautement efficace contre Covid-19. Après la première injection. Cette efficacité se manifeste après la première injection et qu'elle réduit considérablement les taux d'hospitalisation qui vont de plus de 80%. Bien sûr, l'étude a intéressé aussi bien le vaccin AstraZeneca et Pfizer et on va voir les résultats. Donc, c'est une étude qui a été menée sur 1,4 million de personnes qui sont vaccinées, ce qui représente 21% de la population écossaise. Donc c'est une étude, ce n'est pas des essais cliniques, c'est une étude dans les conditions réelles de la vaccination et les résultats, ils sont manifestes, ils sont très très intéressants pour les deux vaccins, pour AstraZeneca et pour Pfizer. L'étude a montré en gros qu'après 4 semaines, après la première dose, avant de recevoir la deuxième dose, l'efficacité sur toutes les tranches d'âge contre l'hospitalisation, donc contre les formes graves, est de 95% pour le Pfizer et 14% pour AstraZeneca. Ceci dit, bon, donc les deux vaccins, Pfizer et AstraZeneca, même avec un petit avantage pour l'AstraZeneca, mais les deux vaccins sont efficaces contre les formes graves, donc ils réduisent 80% d'hospitalisation. Maintenant, l'étude s'est intéressée aux personnes qui ont plus de 80 ans. Plus de 80 ans. Les deux vaccins ont réduit l'hospitalisation, le risque d'hospitalisation de 81%. Donc, de 4 fois sur 5, avec une seule injection d'AstraZeneca ou de Pfizer, on a plus d'hospitalisation. Maintenant, pour l'étude britannique. L'étude britannique a été publiée le 1er mars. Donc, après l'étude écossaise, elle a été effectuée aussi dans les conditions réelles, donc ce n'est pas un essai clinique, dans les conditions réelles, et elle s'est intéressée sur l'impact de la vaccination sur les personnes qui ont plus de 70 ans. C'est une étude qui a été menée par le Public Health England avec l'université de Bristol, avec leur sécurité sociale. Il a montré aussi, il a conclu que le vaccin Pfizer, le vaccin AstraZeneca, ils sont hautement efficaces dès la première dose chez cette population. Et on a d'autres résultats. Alors, les résultats, c'est, pour AstraZeneca, c'est 80,4% de moins d'hospitalisation après la première dose. Pour Pfizer, c'est 71,4%.
Donc, toujours un petit avantage pour le vaccin AstraZeneca chez les personnes âgées contre le risque d'hospitalisation après une seule injection. Maintenant, l'étude est là aussi, s'est intéressée aussi aux formes symptomatiques, c'est-à-dire non pas seulement les formes graves, mais la couverture et la protection contre la maladie, d'attraper la maladie pour les personnes qui ont plus de 70 ans. Là aussi, après la première injection, le vaccin AstraZeneca, il est efficace contre les formes symptomatiques, ça veut dire toutes les formes de la maladie, de 60 à 73% pour l'AstraZeneca et de 57 à 61% pour Pfizer. Donc, ceci montre que le vaccin AstraZeneca et le vaccin Pfizer, ils sont très très efficaces chez les personnes âgées et ils réduisent dès la première injection le risque d'hospitalisation de 80% en général et même pour 95% pour l'AstraZeneca. Donc ceci a mené, bien sûr, il a conduit au changement de position des autorités de santé en France et en Allemagne. Le Maroc avait déjà adopté cette position. Mehdi, pour l'invité de la semaine, tu as quelqu'un qui nous vient de très très loin, n'est-ce pas? Oui, il est marocain, mais il vient des États-Unis. Il a un parcours assez atypique, mais il a réussi à s'imposer et devenir l'agent des plus grandes stars, Usher, P. Diddy, Snoop Dogg ou encore Drake. Rencontre. Donc Manierdine, bonjour. Donc vous êtes producteur et agent des plus grandes stars américaines. Vous avez un parcours atypique. Racontez-nous un peu l'histoire de Noordine Mani. Effectivement, j'ai un parcours très atypique. En fait, je viens d'un petit village à côté de Taounet. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose au Maroc. C'est vraiment, on dit au milieu de la pampa, comme on dit. Donc effectivement, j'ai vraiment un parcours atypique. Je suis parti du Maroc. Mes parents ont été migrés en France pour des raisons économiques, je pense comme de beaucoup de Marocains. Et moi, j'ai continué le voyage de France aux États-Unis. J'ai été vraiment obnubilé et passionné par les Américains. Et j'ai eu la chance de faire un voyage à l'âge de 17 ans là-bas, car j'ai été médaille d'or du Conservatoire supérieur de Paris. Et ils m'ont donné une bourse, le ministère de la Culture, pour aller étudier aux États-Unis, dont à New York, une école de danse qui s'appelle Steps. Donc j'ai commencé à rencontrer le milieu artistique, et je pense que les Américains sont quand même maîtres dans ce domaine. Et effectivement, de danseur, je suis passé à chorégraphe, de chorégraphe, je suis passé à directeur artistique, de directeur artistique, je suis passé à manager, je suis passé aujourd'hui à producteur. Donc c'est vrai que c'est pas un parcours normal, mais je pense que justement, le fait que ce soit atypique m'a apporté peut-être des skills, comme disent les Américains, des outils, des choses en plus, peut-être que d'autres agents n'ont pas. Je pense que manager des stars, c'est manager des égos. Racontez-nous un peu comment vous gérez ça. Moi, je réponds souvent à cette question par le fait qu'avant que ce soit des stars, c'est d'abord des humains. Donc dans les humains, on a des gens sympas, il n'y a pas que des égos. Il y a des gens très attachants, il y a des artistes lesquels c'est vraiment devenu des amis avec le nombre d'années. Et puis effectivement, il y a des artistes qui ont un ego surdimensionné. Mais moi, j'associe toujours l'ego à un manque de confiance en soi. Souvent, les artistes qui ont un énorme ego, c'est des gens qui ont peur ou qui sont en instabilité psychologique, ou c'est une angoisse en fait. Il y avait un exemple qui m'a marqué. J'ai eu la chance de travailler avec une des plus grandes légendes de la Terre qui s'appelle Stevie Wonder, qui est pour moi un des meilleurs artistes de la Motown, c'est du niveau de Diana Ross, etc. Et quand je l'ai rencontré, j'ai vu cette simplicité humaine extraordinaire, cette humilité. Et j'ai été lui parler lors d'une tournée. Je lui ai dit, mais je trouve, Monsieur Wonder, que vous êtes très simple. Il m'a dit, vous savez, quand on sait qu'on va durer, on n'a pas besoin d'avoir d'ego. Et je trouve ça extraordinaire. Et il me disait, les artistes qui ont un énorme ego, c'est des artistes qui sont de passage, donc ils profitent de leur supériorité pour pouvoir en jouer. Justement, vous avez parlé d'une anecdote avec Stevie Wonder. Je pense que vous avez beaucoup d'anecdotes avec des stars, donc est-ce que vous pouvez nous en raconter quelques-unes? Alors j'en ai deux qui me viennent en tête tout de suite. Il y en a une qui est très marrante. On avait fait le festival de Carthage en Tunisie avec Mariah Carey. On a eu la chance de visiter un village, et un village très typique à côté de Gamart. Et elle avait tellement adoré le village, elle nous avait demandé si c'était possible de faire vider le village et qu'elle passe ses vacances là-bas. On a eu du mal à lui expliquer que c'était pas possible, qu'il y avait des familles, il y avait des enfants, il y avait des écoles, il y avait une mosquée. Et elle n'avait pas compris, parce que le problème de ces artistes qui ont un ego surdimensionné, avec tout le respect que j'ai pour Madame Carey, qui est une très bonne amie également, tout n'est pas possible, malgré leur célébrité. Puis j'en ai une deuxième qui est assez marrante, c'était un artiste très connu également,
qui n'est plus de ce monde, rest in peace, Prince. On avait fait une émission de télé sur TF1, ça s'appelait Les Anitubes. Il avait demandé à faire repeindre la loge. Et il n'avait pas aimé le mobilier dans sa loge, donc on avait été obligé d'aller acheter du mobilier dans un magasin de meubles. Je trouvais ça fou. Alors que quand il est arrivé, je me rappelle, il avait demandé aussi un catering spécial avec tout, parce qu'il avait des allergies. Il n'a même pas touché au catering. Mais c'est en fait ce qui est génial. J'en parlais avec des amis. En fait, j'ai compris. Après 25 ans d'expérience, c'est pas tellement leur niveau d'exigence qui est important. C'est est-ce que nous on va le respecter. C'est presque un test pour voir si leur célébrité est aussi flamboyante qu'elle était avant. Et c'est vrai que plus l'artiste est important, plus on va faire attention à l'exigence. Donc, et ça leur fait plaisir en fait. C'est pour flatter leur ego, tout simplement. Vous avez dit que vous êtes originaire de Taamnat. Justement, quels sont les liens que vous avez gardés avec le Maroc? Alors moi, le Maroc, c'est vraiment un pays dans mon cœur. J'ai eu la chance de faire 165 pays à travers le monde, que ce soit en tournée, même pour les vacances à titre personnel. Je me sens très bien au Maroc. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce pays, mais je m'y sens très bien. Moi, j'ai des gros problèmes d'insomnie parce que je suis décalé dans tous les sens. Il m'arrive de faire 3 pays le même jour. En avion privé, il nous arrivait de faire 3 pays le même jour. J'ai des décalages. Là, demain matin, je pars à New York, par exemple. J'ai 8 heures de vol et après, je reste 4 jours. Je vais à Los Angeles. De Los Angeles, je vais en Égypte. Je vais à Hurghada, dans le sud de l'Égypte. Et après Hurghada, je vais à Genève. De Genève, je vais à Londres. Et après, théoriquement, je vais à Sydney. Donc, vous imaginez un peu ma vie. Elle est très compliquée. Donc, mon corps a du mal à s'adapter. Et le seul endroit, et c'est très sincère ce que je vous dis, où j'arrive vraiment à dormir, à faire mes complètes 8 heures, c'est à Marrakech. Alors, on m'a dit que c'est parce qu'on est entre la montagne et le désert. Il paraît qu'il y a un air sec. Peut-être, mais je m'y sens bien. Notre émission s'achève sur le meilleur et le pire de la semaine. Sur ce, portez-vous bien et à la semaine prochaine. في اليوم العالمي للنساء اختارت كاميرا لو 360 تسليط الضوء على النساء البحرية الملكية واللي قدروا يفرضوا الوجود ديالهم في عالم كان كيشهد غياب النساء لعقود طويلة. داخل القاعدة البحرية الملكية بالبيضاء تلاقينا مع فتيات شابات واللي اختاروا مهنة صعيبة لكن قدروا يكونوا في المستوى المطلوب إلى جانب زملائهم الرجال. نهاد الفلالي بابا هي مهندسة عسكرية في صفوف البحرية، استفادت من تكوين علمي وتقني ومهني داخل المدرسة البحرية الملكية. عندها مهمة ماشي سهلة على متن فرقاطة محمد السادس. Mon rôle consiste à diriger l'action dans ce domaine de lutte en proposant l'idée de manœuvre et la posture à tenir aux principes intervenants, à savoir le commandant du navire et aussi l'officier de quart opération, en tenant compte les performances de nos moyens et l'environnement acoustique dans lequel on va opérer. Donc je travaille en collaboration avec mon équipe et les différents chefs de lutte, soit la lutte anti-air ou la lutte anti-navire, afin de mieux diriger l'action pour la réussite des opérations. Ce domaine de lutte, il est d'une importance capitale au regard de notre bâtiment qui est à vocation LSM et aussi il exige des compétences opérationnelles et techniques très élevées. كما تشاهدون هذه واحدة من عمليات التدخل للسلطات المحلية هنا بمنطقة قصر الصغير. الأكيد أن التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها منطقة القصر الصغير هذا الصباح تسببت في حدوث فيضانات عارمة وسيول جارفة أدت إلى حدوث خسائر كبيرة على مستوى منطقة فرسيوا بالقصر الصغير وكذلك على مستوى منطقة ثلاثة تغرمت التي انقطعت بها حركة المواصلات. السلطات المحلية دفعت بتعزيزاتها بالقصر الصغير وبهنا بالمناطق المجاورة لفتح الطرقات كما نتابع في هذه العملية.